Commençons la troisième session. Il y aura deux interventions, comme vous avez vu sur le programme. Et donc, vous n'entendez pas. Là, ça marche. Ah, il faut presque toucher. Donc, Geneviève Coudou-David va d'abord nous commencer cette session. Ce sera deux sessions qui sont apparentées, bien groupées logiquement. C'est intéressant, avec une perspective agronomique pour toutes les deux. Voilà. À toi. Bon, c'est parti, je peux y aller alors. Alors, bonjour, j'ai salué la plupart d'entre vous, mais je vous resalue quand même. Écoutez, alors c'est un peu un défi pour moi de vous présenter cette thématique-là en 20 minutes. C'est des choses que j'avais l'habitude de développer en 3-4 heures. Donc ça m'a demandé un effort de synthèse et je ne suis pas sûre d'être dans les temps à bout de 20 minutes. Donc j'aurais même dû dire les atouts pour l'agriculture. Donc 2 mots sur cette grande famille nombreuse des fabacées avant de parler de la symbiose. Donc c'est une grande famille avec plus de 17 000 espèces, une grande diversité morphologique puisqu'il y a des arbres et même parfois des grands arbres, des arbustes, des plantes herbacées, une grande diversité écologique aussi parce qu'elle colonise quasiment tous les écosystèmes depuis les régions circumboréales jusqu'à l'équateur. Et enfin, ce sont des plantes qui sont particulièrement riches en protéines. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont été domestiquées et utilisées dans toutes les agricultures du monde. Et si les botanistes parlent des fabacées, les agronomes et les agriculteurs parlent plutôt de légumineuses, qui est, de toute façon, ça revient à la même chose. Alors, on distingue plusieurs catégories, 3 grands modes d'utilisation des légumineuses dans les systèmes agricoles. Vous avez d'abord les légumineuses fourragères, qui servent essentiellement à l'alimentation animale et qui sont soit pâturées, soit fauchées. Des légumineuses à graines qui, comme leur nom l'indique, ce sont les graines qui sont récoltées et qui servent aussi à l'alimentation animale, mais aussi à l'alimentation humaine. Et enfin, vous avez des légumineuses qui ne sont pas récoltées, donc qui n'ont pas de valorisation économique directe et qui vont être semées seules ou en mélange et souvent en interculture. Quand on regarde de près toutes les fabacées, surtout leurs racines des fabacées, on constate qu'elles présentent un certain nombre de petites excroissances qu'on appelle des nodosités. Et ces nodosités, lorsqu'on les écrase et puis qu'on les prend le temps de faire des frottis, de regarder au microscope, on constate à l'intérieur un grand nombre de bactéries qui sont du groupe Rhizobium. Alors le groupe Rhizobium, c'est un groupe qui n'est pas du tout homogène. Dans ce grand groupe de rhizobium, qu'on va dire au sens large, vous avez différents genres. Vous avez des rhizobiums proprement dits, vous avez aussi des mésorhizobiums, des cynorhizobiums, bradyrhizobiums, etc. Et il y a une assez grande spécificité entre le rhizobium, enfin une espèce de rhizobium, et d'ailleurs à l'intérieur d'une espèce, vous avez des souches différentes de rhizobium, et ces espèces et ces souches sont en général spécifiques d'une ou d'un nombre réduit de légumineuses. Donc il y a effectivement une spécificité. En gros, les rhizobiums qui colonisent la luzerne, les racines de luzerne, ne sont pas les mêmes que ceux qui colonisent les racines de soja, par exemple. Alors, la particularité de cette association, c'est de faire émerger, cette association fait émerger une propriété nouvelle qui est la fixation de l'azote atmosphérique. Donc cette fixation se fait par les racines, mais en association avec les bactéries du sol. Et en fait, c'est une propriété, cette fixation, c'est une propriété qui émerge et qui est propre à la nodosité. Ni la légumineuse toute seule, ni le rhizobium tout seul ne sont capables d'effectuer cette fixation. Ce n'est que l'association des deux qui le peut. Alors, qu'est-ce que c'est précisément cette fixation de l'azote atmosphérique? Alors, vous voyez, l'azote atmosphérique, c'est cette molécule ici, N2. C'est une réduction, en fait. Du point de vue chimique, c'est une réduction. Et c'est une transformation de l'azote gazeux, ici, en ion ammonium.
Et cet ion ammonium a la particularité d'être assimilable par les plantes, de même que le sont les nitrates. Alors, pour faire que cette réaction de réduction puisse se faire, il faut deux choses. La première chose qu'il faut, c'est une enzyme qui va, j'allais dire, catalyser la réaction chimique. Cette enzyme, elle est fabriquée par le rhizobium. Le rhizobium possède des gènes qui lui permettent de fabriquer, de synthétiser cette nitrogénase. Mais la deuxième chose qu'il faut, vous voyez que ici, la molécule d'azote est une molécule extrêmement stable. C'est deux atomes d'azote qui sont reliés par trois liaisons chimiques extrêmement difficiles à casser. Donc, pour arriver à casser ces liaisons, il faut fournir beaucoup d'énergie. Qui est-ce qui va fournir cette énergie? Eh bien, c'est le métabolisme de la légumineuse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie des produits de la photosynthèse qui va être déviée vers les nodosités de façon à fournir l'énergie qui va permettre de casser ces liaisons chimiques et de fabriquer et de permettre la fixation de l'hydrogène et pour former des ions ammonium. Et vous voyez que pour la plante, c'est un coût énergétique énorme, puisqu'on admet qu'il peut y avoir jusqu'à 30% des produits de la photosynthèse qui vont être déviés vers les nodosités. D'autre part, on a remarqué que la fameuse nitrogénase, cette enzyme-là, sa synthèse va être inhibée en présence d'oxygène. Lorsque l'oxygène est trop important, il n'y a pas de synthèse de nitrogénase. Et même son activité va être bloquée. Or, le rhizobium, c'est une bactérie aérobie, donc c'est une bactérie qui respire et qui a besoin d'oxygène. Donc il va falloir jongler en permanence, au niveau de la teneur en oxygène, entre la possibilité pour le rhizobium de pouvoir respirer et faire en sorte que la fixation de l'azote ne soit pas bloquée par l'inactivité de la nitrogénase. Et c'est là où la légumineuse va intervenir. À nouveau, elle ne fournit pas que l'énergie. Elle va fabriquer une substance qui s'appelle la lég-hémoglobine. La lég-hémoglobine, c'est une substance qui est proche de l'hémoglobine, ou plutôt qui est proche de la myoglobine des muscles. Donc en fait, c'est un transporteur d'oxygène. Et si on l'appelle lég-hémoglobine, ça veut dire l'hémoglobine des légumineuses. Cette lég-hémoglobine, qui est synthétisée par la plante, c'est un transporteur d'oxygène et qui va diffuser extrêmement lentement l'oxygène pour permettre la respiration de la bactérie, mais sans bloquer l'activité de la nitrogénase. Et vous comprenez pourquoi la bactérie, quand elle est libre dans le sol, rhizobium, parce que le rhizobium peut vivre dans le sol, mais il ne peut pas fixer l'azote atmosphérique, tout ça, bien qu'il ait une nitrogénase, eh bien parce que cette nitrogénase, elle va être bloquée par la présence de l'oxygène. Et ce n'est que l'association des deux. Et en général, les systèmes fixateurs d'azote les plus efficaces, ce sont effectivement ces systèmes symbiotiques, lorsqu'il y a un couplage de la fixation de l'azote avec la photosynthèse. Alors, vous l'avez compris, cette association, c'est une association à bénéfice réciproque, et donc ça s'appelle une symbiose. En fait, cette symbiose, c'est des composés glucidiques de la photosynthèse que produit la légumineuse, en contrepartie d'ions ammonium assimilables. Et donc, on a bien un échange à bénéfice réciproque. Et j'ajoute à ça qu'il faut rajouter dans l'apport de la légumineuse la fameuse lég-hémoglobine. Alors, pour répondre à Bernard ce matin qui disait « ouais, la symbiose, ça fait un peu bisounours ». Et là, il faut rajouter que la légumineuse, elle est tout à fait capable de contrôler l'interaction. C'est-à-dire que s'il y a des rhizobiums qui ne sont pas suffisamment efficaces dans la fixation de l'azote, elle est capable de les éliminer. Elle émet des molécules sanctions qui vont éliminer les bactéries les moins efficaces dans la fixation. Et d'autre part, on a l'impression, puisque la nodosité, c'est vraiment un organe qui va fixer l'azote, hein, c'est la nodosité qui fixe l'azote, on a vraiment l'impression que la légumineuse, elle crée pour le rhizobium un milieu, une niche qui va lui permettre de fixer de façon importante l'azote.
la légumineuse va créer pour la bactérie un milieu propice par l'apport, lui apporte toute la nourriture qu'il lui faut, elle lui fournit la lég-hémoglobine et elle lui crée un milieu où il n'y a pas de concurrence pour le rhizobium. C'est une seule souche ou une seule espèce de rhizobium, donc il n'y a pas de concurrence d'autres espèces. Et donc on a l'impression là que la nodosité elle est transformée en... C'est un peu comme un système d'élevage intensif pour fixer de l'azote. Et là on est presque un peu limite parasitisme, quoi. Voilà. Alors on a remarqué que pour que les partenaires de cette association puissent se reconnaître, eh bien, il y a un véritable dialogue moléculaire qui s'installe. Alors, je vais essayer, c'est assez complexe, je vais essayer d'aller rapidement. Dans un premier temps, la légumineuse va fabriquer des composés qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes sont destinés à être reconnus par le rhizobium. Reconnus ou pas. Si les flavonoïdes sont reconnus par la bactérie, eh bien, il y a fixation de ces flavonoïdes sur un récepteur de la bactérie. Et cette association récepteur-flavonoïde, ici, va induire sur le génome, en fait, le génome bactérien. Dans ce génome bactérien, il y a des gènes qu'on appelle des gènes nodes et qui sont des gènes de nodulation. Et ces gènes de nodulation, il y en a deux types, en fait. Il y a deux types de gènes nodes. Il y a des gènes nodes qui sont communs à tous les rhizobiums. Rhizobium au sens large, toujours. Il y a des gènes qui sont communs donc, à tous les rhizobiums. Et puis, vous avez des gènes qui sont spécifiques. Et qui vont, l'ensemble de ces gènes va produire, lorsqu'ils sont, j'allais dire induits, lorsqu'il y a une induction, ils vont produire ce que l'on appelle des facteurs de nodulation, un facteur node, facteur dit de nodulation. Alors vous voyez que ces facteurs nodes sont vraiment des molécules plutôt complexes. Et ces facteurs nodes vont avoir trois rôles. Le premier rôle, c'est d'être reconnu ou pas par la légumineuse. Si ce facteur node est reconnu, il va, deuxièmement, permettre l'entrée des rhizobiums dans la racine, par le biais des poils absorbants. Et une fois que les rhizobiums sont à l'intérieur de la cellule, troisième rôle des facteurs nodes, ils déclenchent la formation des nodosités, tout simplement par multiplication cellulaire des cellules de l'écorce de la racine qui vont former une nodosité. Alors, c'est intéressant de regarder d'un peu plus près les facteurs nodes. Voilà un facteur node. Hein. Alors, c'est vrai que c'est une molécule complexe, mais on peut décomposer. Dans cette molécule complexe, vous avez ici un squelette qui est formé de chitine. La chitine, c'est un polymère de glucosamine. Sur ce squelette de chitine vont se greffer ce qu'on peut appeler des décorations, c'est-à-dire des ajouts. Ça peut être des ajouts de sucre, comme ici, du fucose, de l'arabinose, etc. Ça peut être aussi l'adjonction d'un acide gras. Vous voyez, vous pouvez avoir des acides gras en C16, des acides gras en C18, même en C20. Et ces acides gras sont souvent des acides gras insaturés, c'est-à-dire que dans la chaîne, ici, vous avez des doubles liaisons. Les gènes qui sont communs à tous les rhizobiums vont fabriquer le squelette de chitine. Et les gènes spécifiques vont synthétiser, vont permettre plutôt la synthèse de ces petites décorations que l'on voit sur la molécule. Et donc vous avez compris que ces gènes-là, ces décorations-là sont fabriquées par les gènes qui sont spécifiques. Et ce sont ces décorations-là qui vont permettre à la légumineuse de reconnaître ou pas le facteur node. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est que les plantes ne fabriquent pas de chitine. La chitine, c'est une substance qui est fabriquée par les animaux. On pense à la cuticule des insectes, par exemple. Et c'est une substance qui est fabriquée par les champignons. La paroi des champignons est faite de chitine. Alors pourquoi
une bactérie qui va dialoguer avec une plante se met à fabriquer de la chitine. Alors c'est vrai qu'on se serait plutôt attendu à une hormone végétale, puisque les facteurs NOD déclenchent l'organogénèse des nodules. Et pourtant, ce n'est pas une hormone végétale. Alors ça a beaucoup intrigué les chercheurs qui ont découvert la structure des facteurs NOD. Et en fait, ils se sont rendus compte après qu'il y a une grande analogie entre la structure des facteurs NOD, de ces facteurs NOD qui entraînent donc la nodulation, et les facteurs qui vont permettre la mycorhisation. Et la mycorhisation, qu'est-ce que c'est? C'est une association entre une racine et un champignon. Et donc, en fait, tout simplement, la symbiose rhizobium-légumineuse, qui est beaucoup plus tardive dans l'évolution, 100 millions d'années, c'est déjà pas mal. Mais par rapport à la symbiose mycorhize, de mycorhisation, qui était de 450 millions d'années, eh bien on a l'impression que cette symbiose-là, rhizobium-légumineuse, elle s'est servie d'un programme ancestral préexistant pour permettre la fabrication des du coup, je suis perturbée parce qu'il me reste 5 minutes. Voilà. Donc, voilà, il y a des gènes communs. Il y a des gènes communs entre la mycorhisation et la symbiose rhizobium-légumineuse. Alors, 2 mots sur l'agriculture, parce que c'était quand même vous présenter un peu l'intérêt des légumineuses grâce à la symbiose. Voilà, vous avez ici une présentation des grandes cultures en France, et vous voyez que dans les grandes cultures, les protéagineux ne représentent moins de 2% des surfaces en millions d'hectares. Donc on a des surfaces de légumineuses en France qui sont très peu importantes. Là, c'est les légumineuses en grande culture. Mais si vous regardez l'évolution des surfaces des légumineuses fourragères, vous voyez que ce schéma qui traîne un peu partout, vous voyez que vous avez une forte diminution depuis les années 60 jusque dans les années 2000 de ces légumineuses fourragères. Alors, 2 raisons à ça. Années 60, grand développement des engrais azotés, ici, qui font chuter évidemment l'utilisation des légumineuses comme tête de rotation et comme pouvoir fertilisant de ces légumineuses dans les systèmes agricoles. Et la deuxième raison, elle est là, elle est tout simplement ici, cette décroissance extrêmement plus lente, on va dire, eh bien c'est tout simplement l'entrée progressive des tourteaux de soja dans l'alimentation des animaux et qui va concurrencer les protéagineux qui sont produits chez nous. Juste pour le confirmer, vous voyez ici, surface ici de luzerne et de trèfle depuis les années 70, elles ont été diminuées des 2/3. Et le maïs en silage, au contraire, les surfaces ont été multipliées par 4. Et vous voyez l'importance des tourteaux de soja dans l'alimentation des animaux domestiques. Alors, avant de rentrer plus près dans les atouts des légumineuses, sachez que, justement, la fixation symbiotique diminue avec la disponibilité des nitrates du sol. Et donc, il est évident que quand vous augmentez la fertilisation azotée, une fertilisation azotée importante, eh bien, elle va entraîner une diminution et même pas plus du tout de fixation. Et en fait, c'est normal, la plante, elle choisit la facilité. Compte tenu que la fixation, il y a un coût énergétique important, si elle a de la nourriture dans le sol, eh bien, elle va utiliser préférentiellement cette nourriture-là, ces ions-là. Alors ça c'est très utilisé. Il y a cette flexibilité de la fixation. S'il y a beaucoup de nitrates, pas de fixation et il y a une absorption des nitrates. Si au contraire les nitrates se réduisent, eh bien, la plante va mettre en route la fixation symbiotique. Donc cette flexibilité, elle est beaucoup utilisée dans les associations. Quand on fait une association légumineuse céréales, par exemple, eh bien, on peut jouer sur cette flexibilité-là. Toujours dans les atouts, ça va aller très vite. Vous voyez que toutes les légumineuses, quelles qu'elles soient, ont des teneurs de protéines qui sont bien supérieures aux céréales. Et évidemment, celui qui détient le record, c'est quand même le soja, en richesse en protéines.
Voilà, alors, autre atout, évidemment, puisque la légumineuse n'a pas besoin de fertilisation azotée et qu'elle peut faire bénéficier la culture suivante des reliquats d'azote qu'elle déverse dans les champs, eh bien, effectivement, vous avez une économie possible d'engrais azotés de synthèse, lesquels engrais azotés de synthèse mobilisent des énergies fossiles. Je rappelle juste que pour fabriquer une tonne d'engrais azotés, vous avez besoin de 1,8 tonnes de gaz naturel, donc un coût important en énergie, hein, comme pour la plante, hein, il y a un coût pour l'homme, hein, voilà. Et puis la dépendance, sachant que le gaz naturel, il est importé, et que les coûts de ce gaz sont variables. Et donc le prix des engrais azotés va être fluctuant en fonction du prix du gaz. Et on peut supposer que quand le gaz va se raréfier, quand on aura pressé tous les gaz de schiste qu'on est en train de trouver et qu'il n'y aura plus de gaz, il faudra bien trouver des solutions pour fertiliser. Alors, je voulais juste vous montrer ce qu'on appelle en agronomie l'effet précédent positif. Vous avez là la réponse d'une culture de colza à des doses croissantes d'engrais selon la nature de la culture précédente. Et vous voyez que pour des doses d'engrais équivalentes, eh bien, vous avez ici, lorsque le précédent est un poids protéagineux, eh bien, le rendement est plus important. Autre atout, il me reste combien? 0? J'arrête alors. Intérêt environnemental, c'est bien évidemment la réduction des gaz à effet de serre, sachant que la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole sont liées à l'épandage des engrais industriels de synthèse. Donc voilà, donc c'est vrai que lorsque ici toujours pour une culture de colza, les émissions de protoxyde d'azote, hein, sont moins importants lorsqu'il y a eu un précédent poids protéagineux. Alors, toujours dans les atouts, les légumineuses, de fait de leur diversité, et de leur diversité comme on peut les introduire comme fourrage, comme légumineuses à graines, etc., elles apportent énormément de diversité végétale dans les systèmes de culture. Et d'autre part, elles peuvent constituer des ressources alimentaires pour les insectes auxiliaires, mais également pour les pollinisateurs. Ça a été bien vérifié, je n'ai pas le temps de montrer les études, mais ça a été bien vérifié sur la févrole et le lupin. Alors voilà, de multiples intérêts, intérêt économique, intérêt agronomique et également intérêt environnemental. Et pourtant, on reste sur de petites surfaces, de petites productions, de petits volumes par rapport aux céréales et aux oléagineux. Donc, et même, vous voyez, en France, 25% seulement de la ressource en azote est issue de la fixation avec une dominante fourragère. Alors, ça vient de quoi? Quels sont les freins qui empêchent d'utiliser les légumineuses dans les systèmes de culture? Eh bien, je vous ai mis tout ça un petit peu en vrac, et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est quand même le maintien d'un modèle dominant qui est basé sur l'agrochimie, associé à une faible diversité des espèces cultivées. On a encore trop souvent des rotations très courtes dans notre région, colza, blé, orge, etc. Ce sont, alors évidemment, avec une préférence historique donnée aux céréales, des accords commerciaux, je pense au Dillon Round dans les années 60, Kennedy Round qui vient renforcer tout ça, les accords de Blair House dans les années 90, qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée sans droit de douane du soja en provenance d'Amérique. Alors on a dit à l'Europe, vous pouvez exporter les céréales et nous on se réserve de pouvoir faire rentrer. Voilà. Et c'est donc ces accords commerciaux qui sont largement défavorables et qui ont entraîné aussi une séparation des productions végétales et des productions animales dans des régions radicalement différentes. Donc une séparation agriculture-élevage. Un problème de compétitivité biaisée, une sous-évaluation des légumineuses. Là, encore une fois, je pourrais le détailler, mais je n'en ai pas le temps. Et enfin, et surtout, de moindres investissements dans la mise en place de filières. Il n'y a pas beaucoup de filières ou des filières mal
organisé autour de la commercialisation des légumineuses. Et moins de recherche-développement, les légumineuses restent ce qu'on appelle des cultures mineures par rapport aux cultures majeures, qui sont les cultures de rente et qui sont beaucoup plus lucratives à court terme. Alors, et j'en ai quasiment terminé. Pour ma part, je pense sincèrement que les légumineuses peuvent jouer un rôle majeur dans la transition agroécologique. Pour cela, évidemment, il faudra lever tous les freins dont je vous ai parlé et actionner des leviers. Alors des leviers, moi j'en vois deux leviers qui permettraient de les réintroduire. Un levier qui n'est pas sous notre contrôle, c'est la raréfaction des énergies fossiles. Alors est-ce que c'est pour demain, après-demain ou plus tard? Je n'en sais rien, mais de toute façon, ce type d'agriculture n'est pas durable, donc il faudra bien y penser, mais je veux dire, le délai n'est pas du tout sous notre contrôle. Et le deuxième levier qui, à mon avis, est sous notre contrôle, qui est sous le contrôle des consommateurs et des citoyens, c'est de réclamer des choix politiques, faire un choix, demander pour qu'on s'oriente vers une agriculture plus respectueuse et plus durable et qui va introduire les légumineuses. Voilà, je n'ai terminé et je suis désolée d'avoir Estelle... C'est ma première fois avec un micro, vous m'entendez? Ouais. Faut bien coller, c'est bon? Ok, ça marche. Donc bonjour à tous, moi c'est Maxime Duché. Donc je vais vous parler des conséquences de la disparition des pollinisateurs dans les parcelles de cassis à travers 2 années d'études sur le terrain que j'ai pu réaliser. Donc, comme vous avez pu le voir pour la plupart d'entre vous dans les dernières rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, on est en plein dans la 6e crise, dans la 6e extinction de masse. Et donc, en plus de la disparition des espèces, on observe également une disparition des services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques, ce sont les bienfaits que l'homme acquiert gratuitement grâce à la nature. Et donc d'après le rapport je ne sais plus comment on dit en français, le rapport sur l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire en 2005, les experts ont étudié 24 services écosystémiques et parmi ces 24 services écosystémiques, 15 étaient en déclin. Donc ce qui représente à peu près 60% de ceux qui ont été étudiés. Donc ces services écosystémiques, ils peuvent être classés suivant différents types. Donc il y a des services écosystémiques de support, des services écosystémiques culturels, il y en a plusieurs. Et moi, je vais vous parler d'un service écosystémique qui est celui de régulation, et principalement du coup la pollinisation et la pollinisation entomophile. Donc en Europe, pour vous donner quelques chiffres, il est considéré selon l'UICN que 78% des fleurs sauvages bénéficient d'une pollinisation entomophile et 84% des cultures sont également favorisées avec une augmentation de rendement et une augmentation de la qualité des fruits produits. Donc avant de vous parler directement de la pollinisation en milieu agricole, je vais vous parler des écosystèmes agricoles qui sont quand même un écosystème assez particulier. Donc, ils représentent en France 54% du territoire. Et c'est vraiment des écosystèmes simples qui ont fortement été impactés par l'activité humaine suite à la perte des habitats, la fragmentation, la monoculture, la fauche en bord de champs, etc. Et bien sûr, l'utilisation des pesticides. Ouais, donc il s'agit effectivement d'un écosystème très simplifié qui tend depuis les 50 dernières années vers encore plus de simplification, ce qui fait qu'on a une très faible diversité de ressources, une très faible diversité de sites de nidification, et comme il n'y a presque plus de diversité spécifique, il y a également très peu de diversité entre les espèces. Du côté de la dynamique des populations, un écosystème comme ça qui tend vers une simplification extrême, c'est quelque chose qui est tout sauf stable,
puisque du coup, on a perdu les services écosystémiques de régulation ou d'autres. Et donc quelque chose qui n'est, enfin un écosystème pardon, qui n'est pas stable comme ça peut créer des extinctions locales, comme les extinctions des pollinisateurs dans les parcelles, ou à l'inverse des explosions démographiques, comme ça peut être le cas pour les maladies ou les ravageurs. Donc pour vous en dire un peu plus sur la culture du cassis, en Bourgogne, elle représente à peu près 880 hectares de superficie, avec 75% de cette surface qui est consacrée à la culture de la variété noire de Bourgogne. Donc le noir de Bourgogne, c'est la variété qu'on utilise pour faire les crèmes de cassis de Bourgogne et de Dijon. Donc, malgré ses bonnes qualités organoleptiques, cette variété elle est considérée comme autostérile et elle nécessite une part importante de pollinisation entomophile. Mais du coup, depuis les années 80, on a observé dans les parcelles une diminution de près de 99% du coup, de l'abondance des pollinisateurs, ce qui fait que la variété noire de Bourgogne a subi une perte de rendement très importante depuis ces années-là. Bon, bien sûr, cette diminution, elle s'est faite progressivement et elle n'a pas été prise en compte directement par les agriculteurs. Au départ, ils pensaient que c'était une mauvaise année à cause du gel, après une mauvaise année à cause de la sécheresse, et donc ils ne s'en sont pas rendus compte directement. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je suis intervenu. Donc les agriculteurs, ils sont alliés et ils ont réussi à monter un projet FEDER, donc qui s'appelle la pérennité et le développement de la filière cassis en Bourgogne. Ce projet a été mis en place en 2017. Et donc le but, c'était que les producteurs s'associent à différents partenaires techniques et scientifiques pour trouver des solutions aux différents problèmes dans la culture du cassis. Donc il y a plusieurs problèmes, et moi j'interviens principalement sur les problèmes de pollinisation. Donc pour la première expérience qu'on a voulu essayer, c'était d'essayer de mettre un excès de pollinisateurs dans les parcelles pour pouvoir estimer l'impact que pourrait avoir vraiment un excès de pollinisateurs. Donc pour ça, on a acheté des ruches à bourdon, on a acheté 12, et on les a réparties dans 6 parcelles différentes à travers la Côte d'Or et le nord de la Saône-et-Loire. Et on a confiné ces ruches à bourdon sous des voiles insectes-proof avec 11 pieds de cassis. Donc voilà, les voiles ils ressemblaient à ça, et du coup on en avait à peu près, on avait 2 ruches dans chaque parcelle, dans les 6 parcelles avec les voiles comme ça, et à côté de chaque ruche on avait un témoin qui était à peu près, pareil, le témoin était constitué de 11 pieds. Et ce témoin par contre il était pollinisé de façon naturelle, avec les peu de pollinisateurs qui étaient encore présents dans les parcelles. Donc pour les mesures qu'on a effectuées, on a d'abord essayé de calculer le taux de fructification, c'est-à-dire le nombre de fleurs qui va former un fruit récoltable en fin de saison. Donc pour ça, en début de saison, avant de mettre les voiles, on a marqué 8 branches par répétition et on a compté le nombre de fleurs qui étaient présentes à l'extrémité de ces 15 cm de branches. En fin de saison, une fois que les voiles ont été retirées et que les bourdons ont été libérés, on est revenu et on a compté le nombre de fruits qui étaient cette fois-ci présents. Ensuite, on s'est également intéressé au rendement général. Et donc pour ça, en fin de saison, juste avant que les agriculteurs viennent récolter, on a récolté 2 fois 1 mètre linéaire par répétition. C'est-à-dire que par exemple, si on avait la ruche là au milieu, on a récolté 1 mètre linéaire à droite de la ruche et 1 mètre linéaire à gauche de la ruche, de chaque côté. On a récolté des mètres linéaires de buissons. On a récolté toutes les baies et ensuite on les a pesées. Donc ça, à la fois pour les ruches et à la fois pour les témoins, encore une fois. Oula, ça flèche. Donc pour vous parler des résultats, donc pour le taux de fructification, avec la pollinisation naturelle, donc pour les témoins, c'était combien? C'était 6193 fleurs comptées. Il y en a seulement 39% qui ont formé un fruit. Alors qu'en présence de ruches sous les voiles insectes-proof, c'était 6200 fleurs qui ont été comptées et il y en a 78% qui ont formé un fruit. Donc on observe 2 fois plus de fruits récoltés en présence d'une pollinisation en excès. Pour ce qui est du rendement général, du côté des témoins,
Sur les mètres linéaires, on était à environ 0,96 kg par mètre linéaire, ce qui correspond à peu près à 3 tonnes hectares. Donc 3 tonnes hectares, c'est le rendement moyen que les producteurs ont ces dernières années. Et en présence de ruches, on était à 3,42 kg par mètre linéaire, ce qui correspond à 11 tonnes hectares, et ce qui correspond également à la production que les agriculteurs pouvaient faire dans les années 80, avant la disparition des pollinisateurs. Donc là, on peut voir que le poids de récolte a été multiplié par 3,5 en présence d'un excès de pollinisateurs. Et donc si on revient juste avant, on voit qu'il y a 2 fois plus de fruits qui sont produits, mais une fleur mieux pollinisée va aussi former un fruit plus gros, ce qui explique que du coup, même s'il y a 2 fois plus de fruits, le poids récolté est 3,5 fois supérieur. Donc après ça, une fois qu'on a vu que la pollinisation marchait très bien en excès, on a voulu essayer d'ajouter des ruches à bourdon et des ruches à osmies. Donc on a testé 2 espèces d'osmies différentes. Les osmies, c'est des petites abeilles solitaires. Mais cette fois-ci, on a voulu laisser les ruches en liberté. On n'a pas mis de voile, les pollinisateurs ils pouvaient se balader dans la parcelle. On a juste fait 2 protocoles différents en fonction des espèces. Parce que le bourdon, il a une distance de dispersion pour aller chercher de la nourriture qui peut dépasser le kilomètre, donc ce qui est assez problématique pour nous, pour le maintenir dans la parcelle, alors que les osmies ont une distance de dispersion d'à peu près 80 mètres. Donc là, si on place bien les ruches, on peut se dire que les osmies vont rester dans la parcelle et donc polliniser nos cassis. Donc pour les bourdons, on a, comme avant, marqué des branches, sauf que cette fois-ci, on a fait un gradient en fonction de la distance à la ruche. Donc pour les bourdons, on est parti dans les 4 directions. Il y avait une branche marquée à la sortie de la ruche, et ensuite des branches marquées à 3, 9, 12 et 30 mètres. Et pour les osmies, comme on voulait tester les 2 espèces d'osmies dans la même parcelle, on a fait un protocole un peu différent. On n'est parti que dans 2 directions. Et donc les branches marquées étaient à la sortie de la ruche, dans les 4 directions à 3 mètres, puis à 6, 9, 12 et 30 mètres, mais que dans 2 directions. Et encore une fois, les témoins étaient placés le plus loin possible des ruches, histoire d'éviter que les bourdons ou les osmies pollinisent les témoins. Et puis voilà. Côté résultat, pour le taux de fructification cette fois-ci, on n'observe pas d'augmentation significative pour les bourdons ou pour les osmies cornues. Mais on observe une augmentation significative, bien qu'elle soit faible, de plus 105% sur le taux de fructification pour les osmies rousses. Donc pour les osmies rousses, on passe de 35,6% pour les témoins à 37,5% pour les osmies rousses. Bon, c'est une augmentation de 2%, mais c'est déjà ça. Pour ce qui est du rendement général, dans les parcelles où on avait mis des ruches à bourdon, on n'observe pas non plus de différence significative. Et après, on s'est juste posé la question. Le problème, c'est encore une fois, vu la distance de dispersion des bourdons, on s'est dit sur certaines parcelles qui semblaient petites, et vu l'avis de certains agriculteurs avec qui on a discuté, les bourdons auraient peut-être du coup pollinisé toute la parcelle, et du coup auraient biaisé notre témoin. Donc ça, c'était un problème de protocole qu'on n'a pas prévu en amont. C'était un peu dommage. Pour le rendement général concernant les osmies, donc cette fois-ci, on a une augmentation significative de la masse de baies récoltées, de 140% pour les osmies rousses et de 118% pour les osmies cornues. Donc là, si on compare en tonnes hectares, pour le témoin, on est à 1,7 tonnes hectares. Et avec les osmies rousses, on passe à 2,4 tonnes hectares et les osmies cornues, 2 tonnes hectares. Ce qui est quand même pas mal. Donc oui, pour revenir sur ce que je disais en introduction, donc les agriculteurs, ils n'ont pas pris conscience tout de suite de la diminution progressive des pollinisateurs et de leur rendement. Mais avec la multiplication des études comme celle-ci, ils se rendent de plus en plus compte du problème de manque de pollinisateurs dans les parcelles et du manque de diversité en général. Et ils sont de plus en plus engagés et se mettent eux-mêmes à penser de manière active pour essayer de ramener de la biodiversité dans leurs parcelles. Le but, à terme, ce serait de tendre vers un écosystème plus complexe. Parce que, encore une fois, si on ramène de la diversité, on va ramener des services écosystémiques et l'écosystème deviendrait plus stable.
Et donc ça peut se faire en ramenant par exemple des bandes fleuries ou des haies dans les rangs ou en bordure de parcelles. D'ailleurs, plus de stabilité amènerait aussi plus de résilience des écosystèmes agricoles face au changement global, donc que ce soit les aléas climatiques ou par exemple l'introduction d'espèces invasives. Donc nous, on a commencé à mettre quelques aménagements il y a quelques années. Donc on a commencé par mettre des bandes fleuries. Donc le problème de la monoculture, c'est bien sûr qu'il y a une seule espèce sur une grande superficie, ce qui fait qu'il y a peu de diversité de ressources et sur une période de temps très courte. Si on prend le cas du cassis, par exemple, la pollinisation dure 3 semaines, 1 mois grand maximum. Donc après ça, les pollinisateurs n'ont plus de ressources dans ces milieux. Donc l'ajout de mélanges floraux, de bandes fleuries, soit dans les interrangs, soit en bordure de parcelles, peut permettre de ramener une diversité de ressources pour que les pollinisateurs ou d'autres insectes puissent finir leur cycle de développement, ou même mieux le commencer en début de saison. Pour les sites de nidification, c'est à peu près le même problème. Donc le sol est labouré, les haies sont détruites, donc il n'y a plus trop de sites de nidification pour les pollinisateurs. Donc on pourrait en ramener soit des artificiels, en créant des hôtels à insectes, comme vous pouvez le voir sur la droite, ou même préserver ou réaménager des haies, ou mettre de la terre nue pour certaines andrènes ou d'autres espèces. Et donc ces deux, que ce soit les bandes fleuries ou les sites de nidification, ça consiste à ramener en fait le gîte et le couvert aux pollinisateurs. Et donc ça aurait un effet synergique qui permettrait un retour, bien que progressif, comme la disparition des pollinisateurs s'est faite de manière progressive, leur retour va être aussi progressif, mais ça permettrait quand même un retour et une recolonisation des parcelles sur le moyen terme. J'ai dû oublier une partie à la fin, mais je m'en souviens plus, du coup je vais m'arrêter là. Il me l'avait donné à moi. Oui. Il y a finalement assez peu d'années qu'on a vu apparaître des grandes surfaces de cassis en plaine, sur des parcelles énormes, hein, alors que traditionnellement, c'était plutôt des petites parcelles en milieu collinaire. Hein. Est-ce que vous avez pu comparer la réussite de la pollinisation entre ces immenses surfaces plates et puis les cultures anciennes dans les collines, beaucoup plus petites et mieux entourées de gîtes à abeilles? J'ai pas réellement pu comparer, mais je suis allé dans les différentes parcelles, parce que là actuellement j'en ai suivi en tout 18, du coup en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Et j'ai pu comparer, en parlant aux agriculteurs et avec l'âge de la parcelle, j'ai pu comparer des parcelles plus jeunes et des parcelles plus vieilles. Et c'est vrai que les parcelles anciennes semblent plus petites et entourées de plus de haies, de plus de forêts, de plus de milieux naturels. Et j'ai pas de résultats statistiques à montrer, mais j'ai eu l'impression, via mes observations, qu'il y avait effectivement plus de pollinisateurs dans les parcelles anciennes et plus petites, avec un contexte paysager plus naturel. Oui, j'ai qu'une question. Est-ce qu'on sait pourquoi les fruits sont plus gros quand il y a beaucoup de pollinisateurs? Ce qui est plus de fruits, je comprends, mais qu'ils soient plus gros, est-ce qu'on sait est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Si, quand la fleur est mieux pollinisée, il y a plus de pollen et donc la baie de cassis va produire plus de grains. Et comme la baie va produire plus de grains, le fruit aura tendance à être plus gros. Alors bonjour, je suis ici. Merci pour vos interventions.
Alors moi, c'est plutôt sur l'azote que je vais poser la question. Alors, moi, la question, c'est sur la mobilité, la différence de mobilité de l'azote. Donc, dans le cas où on ne retourne pas la parcelle, la différence de mobilité entre un amendement azoté et les apports des légumineuses dans le sol, quelle est la différence de mobilité de l'azote, notamment sur les questions de pollution de nos rivières? Alors, je ne sais pas si ça a été réellement quantifié. Ce qui est certain, c'est que la légumineuse, elle va ajuster la fixation en fonction des besoins. Elle peut effectivement laisser des reliquats dont profitera la culture suivante. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a des apports d'azote, il y a quand même eu de gros efforts, même sans utiliser de légumineuses. Il y a eu de gros efforts, par exemple, de fractionner les doses d'azote et puis de mettre ce qu'on appelle des sipans, c'est-à-dire des cultures intermédiaires pièges à nitrate. Et là, effectivement, par ces méthodes-là, on a quand même largement réduit le départ des nitrates dans les eaux souterraines ou les eaux de surface. Mais est-ce que ça a été réellement quantifié? Ça, je ne suis pas sûre. Je m'adresse aux agronomes qui sont là. Je ne suis pas sûre que ça peut... Oui, oui. Ouais. Alors après, comment dire, est-ce qu'une couverture en légumineuse est plus efficace qu'un sipan? Je ne suis pas sûre, quoi. Voilà. Je pense que là, ça a été clairement montré, quoi. Hein, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne suis pas sûre que c'est... Alors, les sipans, ça veut dire culture intermédiaire, piège à nitrate. Ce sont donc des espèces qu'on va semer en interculture. Ça peut être souvent de la moutarde, par exemple. Oui. Deux questions de nos amis en visio. Une pour les cassis sur les cultures, si elles étaient traitées, phytocides ou insecticides. Dans ce cas-là, il y aurait peut-être un effet contre-productif. Et une autre question d'une autre personne sur les légumineuses, la place des légumineuses, et notamment vis-à-vis de la nouvelle PAC et sur l'avis par rapport à ce sujet-là. Donc voilà les deux questions qui viennent du chat. Ok, j'ai pas trop compris la question sur le cassis et sur les traitements, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Non, mais le but, par exemple, de ramener de la diversité et de créer des aménagements, c'est justement de les mettre un tout petit peu excentrés et qu'ils ne soient pas dans la zone de traitement, si traitement il doit y avoir. Par exemple, dans l'idéal, ce qui serait sympa, c'est de repenser carrément l'implantation des parcelles plutôt que de modifier celles existantes. Et par exemple, les rangs de cassis, c'est un peu comme les rangs de vigne, pour ceux qui ne voient pas. Et donc, par exemple, plutôt que de mettre les rangs tous les 3 mètres, ce qui se fait actuellement, tous les 10 rangs, on ne plante pas un rang, et à la place, on met des bandes fleuries avec des fruitiers, des hôtels à insectes, des trucs comme ça, et du coup, ça permettrait qu'ils soient à l'abri potentiellement des pesticides. Bon, bien sûr, si les pesticides sont dans les fleurs et que les insectes vont butiner, ça restera un problème, mais ça enlèvera déjà une bonne partie des problèmes, je pense. Il y en a pas mal, de moins en moins. De moins en moins sont autorisés d'ailleurs, mais il en reste quelques-uns. Oui, après c'était sur la... vous pouvez répéter, c'était sur la nouvelle PAC, c'est ça? Comment? Quelle est... mon analyse à ce sujet, c'est qu'effectivement, même la nouvelle PAC, elle ne fait pas vraiment de grande place. Enfin, on rentre un peu dans les détails, mais il y a un premier pilier, il y a un deuxième pilier pour les subventions. C'est vrai que le premier pilier, qui est le deuxième pilier, pardon, qui est un pilier qui est plutôt à destination environnementale, il est, j'allais dire, pas suffisant par rapport au premier pilier qui privilégie les subventions à la surface.
et que c'est sûr que c'est largement insuffisant. Alors, je n'ai pas les détails vraiment de la nouvelle PAC, je ne suis pas économiste, mais c'est vrai que c'est largement insuffisant. Et c'est là où on est complètement dans un modèle qui va favoriser un type d'agriculture et qui va subventionner un type d'agriculture. Et que les agriculteurs, on les accuse souvent, et moi souvent ça me met un peu en colère, parce que je pense qu'ils sont un peu dans un système qui est verrouillé. Et ils n'ont pas forcément de vrai choix. Et voilà quoi. Il y a un très bon papier. Alors j'ai pas eu le temps d'en parler pendant ma présentation, mais il y a un très bon papier qui a été publié en 2017 par une économiste de l'INRAE de Toulouse qui s'appelle Marie-Benoît Magrini sur les légumineuses. Et elle montre très bien ce système de verrouillage et d'absence de mise en place ou de façon insuffisante des filières qui vont effectivement bloquer les agriculteurs dans leur choix. C'est très très bien expliqué et je vous invite à le regarder. Voilà. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. J'avais une question concernant la fixation d'azote. D'accord. Bonjour. Ma question concerne, je me demandais si en fait il y avait des études sur la transmission potentielle d'azote, mais du vivant de la légumineuse ou d'une éléagnacée par exemple. Par exemple, concrètement, si on plante des fabacées vivaces en association avec un arbre ou une vigne ou dans une culture maraîchère, est-ce qu'on peut s'attendre à une transmission d'azote ou pas? Moi, je suis plutôt... alors, je ne sais pas si je peux répondre à cette question-là sur les maraîchages. Je suis plus... j'ai plus étudié le côté grande culture. Ce que je sais, c'est que quand on associe une céréale et une légumineuse sur une parcelle, hein, on met les deux. Et la céréale, elle se développe beaucoup plus vite, et sa partie aérienne et son système racinaire. Et donc, elle va prélever pratiquement tout l'azote. Et elle va amener la légumineuse à avoir un recours forcé à la fixation. Et là, quand on dit que une légumineuse, souvent en culture pure, elle prélève, elle utilise 70% de la fixation pour s'approvisionner en azote, eh bien, si on associe avec une céréale, ça peut aller jusqu'à 90%. Ça a été comment dire, quantifié, ça a été analysé, mais en grande culture. Après, pour le maraîchage, ça, j'avoue, je ne sais pas. L'un après l'autre, ça peut... Non, en association. Je parle des cultures associées. Hein. Je parle des cultures associées. Et c'est tout, je crois, le grand mérite de l'association, quoi. Hein, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, et ça fait 50 ans qu'on en parle, hein, de transférer cette fixation de l'azote chez les céréales. On en parle depuis longtemps. Et il y a un projet, le projet Bill Gates, qui finance pour essayer de transférer cette fixation sur les céréales. Il faut savoir que quand une légumineuse fabrique des nodosités, ça va être au détriment de son système racinaire. Plus elle fait de nodosités, si elle détourne sa photosynthèse pour mettre en place des nodosités, elle fabriquera moins de racines. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les légumineuses sont assez sensibles au stress hydrique, parce que finalement elles ont un système racinaire moins. L'INRAE a mis au point, à part mutagénèse, ils ont réussi à fabriquer des mutants, je crois sur du pois, qui étaient hyper nodulants. Et ils se sont dit, mais c'est super, ça va contribuer à... S'ils sont hyper nodulants, ça veut dire qu'ils vont beaucoup fixer l'azote. Et en fait, ils se sont rendus compte que la plante, elle va détourner complètement son métabolisme. Et si c'est une légumineuse à graines, il y aura moins de remplissage de grains, etc. Vous voyez, si elle détourne toute la photosynthèse pour faire des nodules et puis fixer de l'azote, elle ne fera pas le reste, quoi. Donc c'est toujours l'histoire de l'équilibre. Alors si j'en reviens à introduire... de la fixation azotée sur les céréales, puisque c'est quand même des projets qui sont en cours. Hein. Moi, je me demande, déjà, ce qu'on sait faire en transgénèse, c'est souvent,
on arrive à transférer 1 ou 2 gènes pour modifier, par exemple, pour résister au glyphosate ou des choses comme ça. Ça, on sait faire, même plutôt bien. Mais la fixation de l'azote, déjà, tous les gènes qu'il faut pour fabriquer de la nitrogénase. Et ensuite, tous les gènes de nodulation, ceux qui sont communs à tous les rhizobiums, ceux qui sont spécifiques, etc. Je pense que ce n'est pas demain qu'on va arriver. Et je pense qu'on a une réponse à ça. Les associations légumineuses céréales peuvent répondre à ce besoin-là. Et je ne suis pas sûre qu'il faille aller dans cette direction. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur... J'ai une question, c'est pour les bonnes fleuries. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut les mettre partout, autant pour les champs de maïs ou de blé ou même pour les vergers? Pour les vergers, oui, et ça se fait beaucoup en vergers hauts, genre pour les arbres. Pour les vergers petits, comme pour le cassis, les producteurs, leur principale peur maintenant, c'est qu'il y ait une compétition entre les bandes fleuries et les buissons de cassis pour l'accès à l'eau, par exemple. Mais ça se fait quand même. Ou au pire, il faudra peut-être élargir ce que je disais tout à l'heure, il faudra peut-être laisser un rang libre, tous les X rangs, pour justement peut-être éviter ce problème de compétition si les agriculteurs ont trop peur. Par contre, on a des agriculteurs motivés, ils vont essayer. Et pour d'autres cultures, ça, je pense pas que ça puisse se faire. Ça peut poser des problèmes après pour la récolte ou autre. Je me suis pas tant renseigné que ça. Je suis passé de la vigne au cassis, donc moi je suis resté très rang. Ouais. Oui, on va arrêter. Une dernière question. Moi, c'était pour répondre à la question par rapport à la PAC. En fait, c'est vrai, la nouvelle PAC, je pense que la question de la personne, c'est parce qu'il y a une orientation vers les protéagineux et il y a une volonté de faire plus de protéagineux. Mais justement, on ne parle pas là de monoculture, en fait, de tout ce qui est légumineuse. Vraiment, le but, c'est de faire de la culture associée. Et si on veut apporter plus d'azote, en plus, il faut essayer de considérer la mycorrhization pour avoir des échanges. Et donc, c'est surtout diminuer le travail du sol et aller vers des techniques de semi-direct dans le couvert. Et si ce couvert contient des légumineuses, ça permet d'apporter de l'azote. Voilà. Si je peux permettre d'ajouter quelque chose, il y a aussi une sous-évaluation de la valeur économique de ce que peut rapporter une légumineuse. Le choix de l'agriculteur, quand il raisonne à court terme, il va préférer semer du blé ou du colza parce que tout simplement, la marge à l'hectare, elle est plus importante. Par rapport à un colza ou un blé par rapport à un pois, le pois, il a une marge plus faible. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une marge plus faible. Donc, effectivement, s'il raisonne à court terme, s'il raisonne au niveau de l'année, effectivement, il va se tourner vers ce type de culture. Mais lorsqu'on fait un raisonnement, j'allais dire, pluriannuel, et si on passe de la marge annuelle à la marge rotationnelle, c'est-à-dire la marge au niveau de la rotation, effectivement, un blé qui va être produit après un pois, il a un rendement beaucoup plus important et donc du coup une marge beaucoup plus importante. Donc si on raisonne sur plusieurs années, effectivement, ça peut être, les légumineuses peuvent avoir un côté intéressant. Et c'est ça aussi qui est dans dans les freins dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si vous raisonnez annuellement, effectivement, l'agriculteur peut se tourner vers des cultures dites de rente, hein, si ça s'appelle comme ça, c'est bien un nom, quoi. Une toute dernière question. Maxime nous a dit qu'il y a eu une diminution de 99% d'abondance depuis 1980 sur les pollinisateurs du cassis. Donc ça, je suppose que ça s'appuie sur des relevés qui ont été faits. Du coup, est-ce que les espèces à l'époque ont été déterminées? Parce que ça me semblerait intéressant d'avoir une entrée par les traits de vie. Si on connaît les espèces et leurs traits de vie, on sait ce dont elles ont besoin dans l'environnement. Et donc du coup, voir si c'est toujours présent actuellement sur la façon de cultiver et de produire du cassis.
Alors, pour répondre à la question, les observations ont été faites. Dans les années 80, c'est l'INRA qui a fait des observations, si je ne me trompe pas, dans certaines parcelles de cassis. Et avant que le projet soit monté et que du coup, moi, j'arrive, c'est des stagiaires qui ont refait les observations dans les mêmes parcelles de cassis et qui du coup ont constaté cette diminution. Par contre, pour ce qui est de la diversité d'espèces, je ne sais plus. Ok, il y avait juste des andrennes en plus dans les années 80, qui maintenant ne sont plus là. Oui. D'ailleurs, normalement, le pollinisateur naturel qui est censé être le meilleur pollinisateur du cassis, c'est Andrena fulva, qu'on ne retrouve plus du tout, malgré beaucoup de recherches.